Allô tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo questions et réponses. Hier sur Facebook, on vous a demandé de nous poser un paquet de questions et puis aujourd'hui, on a les réponses pour vous. Donc ça commence maintenant. En passant, on n'a pas encore lu les questions, donc on va les regarder pour la première fois en même temps d'y répondre à brûle pour point. La première question nous vient de Sylvain Tremblay et nous demande: question autonomie électrique, avez-vous tout ce qu'il faut ou il faudrait recommencer à zéro et faire installer des panneaux solaires et des batteries 6 volts comme sur la roulotte précédente? Très bonne question que je vais me permettre de répondre parce que je connais un peu plus les points techniques. En fait, sur notre ancienne roulotte, on avait 300 watts de panneaux solaires, 4 batteries 6 volts et un inverter de 1000 watts. Sur celle-ci, déjà de série, il y a 2 panneaux de 100 watts, il y a 2 batteries 6 volts et un inverter de 1000 watts. Donc la même chose au niveau de l'inverter, la moitié moins de batterie et un petit peu moins de panneaux solaires, alors qu'elle demande beaucoup plus d'énergie parce qu'elle est plus grande, plus de lumière, plus d'équipement, donc ça va nous en prendre assurément plus. J'ai regardé sur le toit, il y a de la place pour en rajouter plus, mais seulement des petits panneaux de 100 watts. On ne peut pas aller plus gros que ça parce que ça ne rentre pas de la façon que le toit est configuré. Et puis au niveau des batteries, ben là j'essaie d'étudier des options, mais je ne sais pas encore vers où on va se diriger. J'aimerais bien aller vers le lithium, mais c'est très très dispendieux. Peut-être que je vais récupérer mes batteries de l'autre roulotte, les mettre ici. J'ai pas encore décidé, mais c'est sûr qu'on va faire des upgrades à ce niveau-là. Notre deuxième question provient de Florence Langevin. Quelles sont vos suggestions de chansons, d'artistes ou de playlists pour vos road trips? Bien, en fait, nous, on est souvent sur la radio satellite quand on est en voiture. La neige tombe du toit. Et je pense que ça dépend de la journée, mais sinon, la plupart du temps, on est sur le post-country. On est vraiment des gens de musique country, on adore ça. Ben, sur la route, ça flot bien avec du country, c'est pas agressant. C'est pas agressant. Ouais. Puis je pense qu'Alexandre les connaît toutes. Je les connais toutes par cœur, les chansons country. Mais sinon, je pense qu'on a déjà fait un dans notre premier voyage de 2016. On avait fait une playlist de chansons qu'on écoute. Peut-être qu'on pourrait reproduire ça à nouveau puis faire une playlist de ce qu'on écoute en ce moment et vous la partager. Ouais, ça serait bon. On écoute vraiment un petit peu de tout. Ça dépend un petit peu, je vous dirais, quand on a une longue journée de route, des fois on vient tanner, fait qu'on, des fois on va mettre même sur la radio satellite, on a accès à Radio-Canada, des fois on va écouter de la radio parlée en français juste pour se remettre comme si on était chez nous, ça fait que on varie beaucoup, puis on écoute vraiment de tous les styles musicaux, fait que ce soit actuel, de la vieille musique de l'âge de nos parents. Rap aussi. Ouais, on écoute vraiment n'importe quoi, fait que c'est très très diversifié, mais on vous fera une petite playlist, puis on vous partagera ça prochainement. Ouais. Troisième question nous vient de Jacqueline Huot. Elle nous demande si on pense écrire un livre sur nos aventures et sur notre nouvelle vie en voyage. Et elle nous dit que ça pourrait être intéressant pour nous et pour vous. Assurément, ça pourrait être intéressant. Par contre... Moi, je pense qu'on est trop vidéo pour écrire un livre. Je sais que Al, il y a une bonne écriture. Je suis sûre qu'il serait capable d'en créer un, mais... C'est beaucoup de temps, écrire un livre. Je sais pas si... Peut-être si un jour on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour ça, c'est sûr que c'est une bonne façon de monétiser en même temps parce qu'on voit quasiment tous les artistes qui ont du succès, ils finissent par écrire un livre à un certain point. Mais nous autres, c'est vraiment le vidéo qui nous passionne, puis c'est de partager nos aventures comme ça. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de plaisir à filmer nos aventures puis à partager ça qu'on aurait de plaisir à écrire un livre, que ça prendrait des heures et des heures à juste écrire. Puis je sais pas, je pense qu'on a plus de fun à faire du vidéo. Ouais, donc peut-être pas le livre. À moins que quelqu'un décide de nous écrire un livre sur notre vie. Ah, ça serait bon. Si on trouvait un écrivain qu'on pourrait y raconter puis que lui l'écrirait, ça serait top. Notre quatrième question provient de Alain Forêt. Pensez-vous être stationnaire en Floride ou si vous prévoyez changer de place souvent? Si vous pensez changer de place régulièrement, terrain de camping ou boondocking? Tu veux commencer là-dessus? Oui, ben... En Floride, on pense vraiment y aller tranquillement. Mais tout dépendant des endroits qu'on va visiter, mais on pense faire des... comme par exemple des 4 jours à 2 destinations. Après ça, une autre destination qu'on sait qui est très populaire, on pourrait passer une semaine complète à cet endroit-là. Donc ça va vraiment dépendre des endroits qu'on visite. On va comme planifier un peu d'avance, mais c'est là qu'on va savoir si on passe un court moment ou un plus long séjour.
Puis en fait, ça va changer beaucoup de nos habitudes parce que là, pour la première fois, je teste le membership de Thousand Trail qui nous a été chaudement recommandé par nos amis Pascal et Isabelle de Une famille, 1000 aventures, surtout pour la Floride parce que la dernière fois, quand on était en Floride, trouver des campings, c'était un petit peu difficile. Là, cette fois-ci, on a la chance de planifier un petit peu d'avance parce qu'on le sait d'avance quand est-ce qu'on y sera ou presque. Ça fait qu'on va essayer de profiter au maximum de notre abonnement. Puis en même temps, je vous mettrai le lien si jamais vous voulez vous inscrire aussi. Ça nous donne un petit, je pense que c'est 25$ de rabais pour notre prochaine si vous vous abonnez éventuellement. Puis vous aussi, je pense que ça vous donne un rabais. Ça fait que je vous mettrai le lien si ça vous intéresse d'en profiter. La façon que ça fonctionne, c'est que vous payez un montant upfront d'environ 600-700$, mais ça vous donne accès gratuitement à leurs campings qui sont un peu partout aux États-Unis. On peut comme choisir des zones et choisir vraiment l'endroit où on va se rendre. Puis on peut faire soit 4 jours, puis sauter d'un parc à l'autre, ou faire jusqu'à 2 semaines, puis après ça, faire une semaine en dehors de leur camping. Donc ça risque de ressembler à ça un petit peu. Nous autres, on va probablement varier entre les deux. Des fois des 4 jours, des fois des 2 semaines, puis après ça, une semaine en dehors en boondocking. Donc il y aura un mélange de tout ça, du camping, du boondocking, un peu de tout ça à travers notre périple en Floride. La 5e question provient de Clara Fleury, ou Fleury Clara, selon l'ordre des mots, mais en tout cas sur Facebook, c'est Fleury Clara. Elle nous demande, je vois que vous parlez très bien l'anglais, je me demandais, comme je ne suis pas très bonne avec l'anglais, que me conseillez-vous pour que je puisse me débrouiller avec le problème de langage? Nous voulons partir en juin pour faire le tour de l'Ouest canadien et américain, et disons que moi et comme mon mari, ça nous stresse un brin. Merci et bonne route. Merci beaucoup, Clara. Et puis, pour ce qui est de l'anglais, je vais commencer, puis je te laisserai aller là-dessus, voir qu'est-ce que tu en penses. Ouais. Moi, je pense que c'est possible quand même de se débrouiller. Il s'agit de ne pas être gêné, puis de ne pas être stressé justement avec ça. Je vois que ça vous stresse, mais je pense que vous allez vous débrouiller assez rapidement tout seul. On en a rencontré des Québécois qui voyagent un peu partout, que leur anglais n'est pas parfait du tout, mais qui arrivent très bien à se débrouiller. C'est souvent les mêmes mots que vous allez utiliser en vous promenant dans l'industrie du tourisme. Vous allez voir si vous êtes dans un camping, ça va être les mêmes mots qui vont revenir toujours. Dans les restaurants, même chose. Ça fait que vous allez finir par apprendre rapidement votre vocabulaire de base, au moins pour vous débrouiller dans le domaine du tourisme en VR. Quand même que vous ne faites pas de grandes conversations anglaises avec des gens, c'est sûr que ça peut compliquer les choses si les gens vous parlent des conversations, mais je pense que vous allez apprendre vite, puis je ne me bloquerais pas à ça si j'étais vous. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Même que c'est justement ça. Faut pas s'attarder sur la conjugaison de verbes, par exemple. Si vous connaissez au moins les mots de base, la personne qui va vous écouter va comprendre les mots et va trouver le sens dans le contexte où vous allez être. Fait que c'est quand même simple. La personne devant vous comprend que votre anglais il est pas parfait, puis va chercher à vous aider. Donc, mettez-vous pas de barrières stressantes, c'est pas obligé. Puis pour vous aider, vous pouvez écouter la télé en anglais, la radio ou juste un livre de base, comment je pourrais dire comme ça? nous on a fait avec l'espagnol, nous autres on avait une application sur le téléphone qui nous permettait d'apprendre le vocabulaire de base. Puis Val, elle a acheté un livre pour apprendre à faire des phrases. En voiture, c'est l'idéal pour apprendre tout ça. Au lieu d'écouter une chanson, vous écoutez 1 heure de radio en anglais, ou l'application. Là. Comme nous, on a fait au Mexique, on a mis notre téléphone, on a mis le son dans l'audio, dans les speakers du camion. Puis on apprenait à dire les mots en espagnol. Donc, notre prononciation, puis tout ça pour essayer les pommes, le poisson, c'est quoi. Puis au Mexique, tous ces mots-là qu'on a appris de base nous ont tous été utiles une fois rendus. Donc j'imagine que c'est autant facile pour l'anglais. Puis vous allez voir, quand vous êtes dans le domaine du tourisme, ils sont habitués d'avoir des gens qui parlent pas très bien l'anglais. Ça fait que les gens sont un peu plus compréhensibles. C'est sûr que quand on va dans une banque ou dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude de rencontrer beaucoup de touristes, c'est un petit peu plus complexe. Mais c'est des termes propres à eux, fait que c'est plus dur. Ouais, mais je veux dire, même, tu sais, mettons à la réception d'un camping ou quand tu arrives au restaurant dans un coin touristique, ils sont habitués de voir du monde qui parle pas bien l'anglais, fait qu'ils sont un peu plus compréhensibles puis ouverts, puis c'est ce genre de gens-là que vous allez rencontrer sur votre route, fait que arrêtez-vous pas à ça puis voyagez quand même. Notre 6e question provient de Nathalie Larochelle. Est-ce que vous avez des odeurs qui émanent de vos toilettes? Nous avons un VR et il semble que pour les roulottes et les VR, ce soit un problème fréquent. Si vous n'avez pas de problème, avez-vous des trucs à nous partager? Pour notre part, moi, je trouve qu'on n'a pas de problème. Non. Je vous dirais que moi,
C'est sûr qu'on utilise tellement souvent notre roulotte qu'on la vide et on la remplit souvent. On s'assure de faire il y a un tank flush, là. Il y a comme une place qu'on peut rentrer notre hose qui vient rincer notre réservoir là, à la fin quand on a fini de faire notre vidange. Fait que ça, je l'utilise aussitôt que possible. Si jamais il y a une alimentation d'eau à la dompe, je le fais toujours. Quand on est pour être plusieurs jours sans aller à la dompe ou sans avoir de service, il y a des petites pochettes ou des liquides. Je sais que notre ami Sylvain de Boss Technologies a un paquet de produits pour aider à éliminer les odeurs. Mais honnêtement, c'est très rare. J'en ai utilisé quelques fois quand vraiment je savais qu'on était longtemps sans service, où là j'en ai mis, mais ça n'a jamais été un problème au niveau des odeurs dans notre salle de bain. Des fois un peu plus sur la route, parce qu'on ferme toutes les ouvertures quand on roule, puis ça brasse un peu plus. Des fois, ça nous est arrivé de rentrer dans la roulotte puis qu'il y a une petite odeur, mais ça partait tout de suite. Ouais, ça dure pas. Puis je pense que c'est ça la différence, pourquoi qu'on n'en a pas, c'est parce qu'on l'utilise souvent, on la rince souvent régulièrement. Il n'y a rien qui s'accumule. Il n'y a rien qui reste pris. Donc je pense que c'est ça le truc pour nous, pour pas que ça sente, j'imagine. Là. Puis si vous avez des odeurs, il existe aussi des produits, pas juste pour bloquer les odeurs, mais pour aider à décoller ce qu'il peut avoir. Là. Ça fait que vérifiez peut-être sur le site de Boss Technologies. Ouais. Ouais, pour dissoudre. Ça serait dissoudre, ça serait le bon mot pour dissoudre ce qui reste collé. Puis même aussi pour vos détecteurs qui dit le réservoir est à quel niveau. Il y a un produit qui est spécifique pour ça, je l'ai là, dans mes produits, qui vient le nettoyer, le capteur. Là, fait que ça peut être bien utile pour vous pour réduire les odeurs. La prochaine question nous vient d'un abonné qui nous commande souvent, ça fait qu'on le reconnaît bien, c'est notre Bernard Boivin. Il nous pose comme question, dans le réservoir d'eau propre, on reste dans le même domaine, mettez-vous quelque chose dedans pour qu'elle reste bonne ou buvez-vous directement? Tu y aller? On ne boit pas directement l'eau, même si c'est de l'eau potable qu'ils disent. J'ai comme un détecteur moi-même, je suis assez difficile sur l'odeur et le goût de l'eau. Alex un peu moins, mais quand même, il finit par le réaliser quand que l'eau est peut-être trop chlorifiée. Ouais, ben souvent dans les campings, c'est rare que l'eau est très bonne au goût. Elle est buvable, mais souvent elle passe dans des tuyaux en dessous un peu partout. Elle passe dans notre hose à nous. Elle passe dans notre système à nous qui est très plastique. Fait que souvent elle a un goût soit de classe, soit de caoutchouc. Elle a tout le temps un goût quelconque qui fait qu'elle n'est pas super bonne au goût. Les chiens, eux autres, ils vont boire l'eau de cette eau-là. Parce qu'ils parlent pas. Hein? Mais ils parlent pas, ouais. Puis sinon, ben, il y a un seul produit que j'utilise, mais c'est juste quand, exemple, j'ai fait mon hivernation ou que ça fait longtemps, exemple, qu'il y a de l'eau qui est stagnante dans mon réservoir. Il y a un produit qui est comme un produit à genre de base d'eau de Javel, encore une fois, de Boss Technologies, qu'on peut mettre dans le réservoir pour vraiment toute la nettoyer, puis après ça, repartir avec de l'eau neuve. Ça fait que ce produit-là, je l'utilise à peu près aux 6 mois là, de temps en temps, ou quand je l'ai hivernisé puis que j'enlève le liquide rose là, qui empêche les tuyaux de geler. Donc, c'est le seul produit qu'on utilise. Voilà. La 8e question, Sylvain Tremblay. Puis-je me permettre une autre question? Ah, parce qu'il n'a posé déjà une! Oui, c'est sa deuxième. Il dit ça doit. Il est bon, il est drôle. Je vais parler du rythme de déplacement versus le travail. Entre parenthèses, tu connais mon intérêt particulier. Donc, combien de temps restez-vous à la même place pour maintenir un rythme raisonnable, avoir le temps de travailler, visiter et de souffler un peu? Et la deuxième question, quel est le ratio de boondocking vs camping? Pour ce qui est du rythme de déplacement versus le travail, à date, dans toutes nos expériences passées avec l'ancienne roulotte, c'était assez rapide, même un peu trop rapide. Habituellement, on bougeait à tous les 3-4 jours maximum. Même des fois même moins que ça, plus rapidement que ça. Surtout avec le dernier voyage en Alaska, on a bougé vraiment, vraiment rapidement. Puis c'était un petit peu difficile sur la fatigue à la longue. On venait un petit peu épuisé parce qu'au-delà du travail, du montage vidéo, de filmer, de toujours piner, dépiner, changer de place, faire beaucoup de routes, c'était un petit peu fatigant. Je pense que un bon rythme, c'est peut-être de changer, pour nous du moins, peut-être de changer à toutes les semaines. On n'a pas le temps de se tanner de l'endroit en une semaine. Quand on commence à avoir une routine, on est prêt à changer d'espace. Ça nous donne plus de temps pour avoir notre semaine au complet de travail, profiter les soirs et au moins une fin de semaine à un endroit. Moi, je pense que c'est peut-être le rythme idéal. Puis pour ce qui est du ratio boondocking, camping, ben, je dirais que ça dépend vraiment des régions que vous visitez. Quand on regarde, nous autres, nos expériences passées, les coins
plus touristique, souvent il va y avoir un peu moins de boondocking. Quand on va vers des coins plus de nature, il va y avoir plus de choix. Donc, c'est vraiment des périodes puis des régions. Comme là, on va en Floride, il y a un peu moins d'options de boondocking. Fait que j'ai l'impression que le ratio va plus être genre 80% camping, 20% boondocking. Tandis que quand on est plus vers l'ouest, où il y a plus de parcs nationaux, il y a plus de forêts nationales, il y a plus d'endroits où on peut rester en boondocking. Fait que là, je pense que ça va plus être du 60-40 ou 50-50, ça dépend des coins. Ouais. La 9e question provient de Marlène Pinault qui nous demande « Moi, je veux savoir comment vous vous sentez en ce moment immobile au Québec et si vous avez hâte de reprendre la route pour redécouvrir le monde. » Bien, pour ma part, je prends ça de le côté positif. Je trouve ça cool qu'on soit à Québec parce qu'on est avec notre famille, nos amis. On prend du temps avec eux. Ça nous permet aussi de prendre du temps à apprivoiser notre nouvelle demeure. Puis je pense que c'est bien parce que on s'adapte à elle, on l'adapte à nous. Je pense que c'est du bon temps pour nous. Il y a peut-être juste pour Alex moi, je trouve ça un petit peu plus dur que Val, mais en même temps, moi, de mon côté, j'ai moins de famille qui est dans le coin. Mon frère habite un petit peu plus loin. Ma mère est présentement, depuis qu'on est de retour, elle est à San Francisco. Il y a juste ma soeur qui est à Québec, puis là, on est à Saint-Joachim, donc on est un petit peu plus loin de Québec. Fait que je vois de minutes, ouais, je vois un peu moins ma famille. Mais au-delà de tout ça, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de repartir. Vraiment, on dirait même plus que Val, je pense. Ben, pour vrai, j'ai hâte de partir. Là. Je partirai demain, mais c'est parce que c'est les fêtes. J'ai le goût d'être avec eux pour les fêtes. Si les fêtes pourraient être devancées, je serais bien contente. On pourrait partir plus tôt après les fêtes, mais bon. Mais c'est pas le cas. Il faut attendre jusqu'à la fin décembre. Ouais. Mais la bonne chose là-dedans, par contre, si on le regarde du bon côté, c'est que ça nous donne un petit break de voyage. Puis c'est bon d'avoir hâte à quelque chose, justement, parce que quand on est sur la route, on dirait qu'on n'a pas le temps d'avoir hâte à rien. Tout arrive vite. Quand on veut être à quelque part, on y va directement. Ça fait qu'on dirait qu'on perd un peu l'effet... parce que des fois, c'est pas juste de faire quelque chose qui est la bonne chose, mais c'est le processus pour se rendre. Puis plus on fait durer le plaisir d'avoir hâte un peu, ben ça donne un feeling différent. Ça fait qu'on dirait que j'essaie d'apprécier ça, le moment où j'ai hâte, pour que quand je vais y être, je vais en profiter encore plus. Fait que c'est ma façon de penser pour bien passer à travers ce moment-là. 10e question provient de Manon Bélanger. Moi, c'est question sécurité dans les autres pays ou villes. Comment vous sentez-vous côté sécurité? Vous promenez seul le soir dans les grands centres, dans les campings comme les Walmart, etc. Pour répondre à ta question, Manon, oui, on se promène. Il n'y a pas grands endroits qu'on s'est senti insécure. Je crois que dans toute ville qu'on visite, il y a un endroit touristique. Les gens de la place sont habitués de voir des touristes. Je pense qu'on est tous pareils en tant qu'humains. On est habitué de voir, par exemple, des mendiants sur la rue, des gens qui demandent de l'argent. On est habitué de voir des gens qui veulent nous vendre des choses. C'est à force de voyager qu'on s'habitue à ces choses-là. Puis je pense que même le soir, on n'a pas peur de ça. Puis sinon, on croise des jeunes, mais des jeunes, on a tous été jeunes, donc on sait c'est quoi. Ouais, puis ces gens-là sont pas plus méchants que d'autres. Puis je pense que même à Québec, il y a probablement des gens méchants. C'est juste que c'est pareil partout. C'est ça, il y en a partout des gens méchants. Il y en a pas plus à d'autres endroits que d'autres. Donc on s'arrête pas à ça, puis on visite, puis on prend la chance. Je crois que le positif attire le positif. C'est sûr que si on se mettait à prendre de la drogue, puis on prend de la drogue dans d'autres villes, ben je pense qu'on aurait là des problèmes. Ouais. Mais vu qu'on n'est pas comme ça... Mais je trouve que ta phrase est bonne, le positif attire le positif. Si vous vous fondez dans le décor, si vous vous rapprochez des gens qui habitent là... Puis les respecter. Exact. Si vous les respectez, vous leur souriez, vous leur parlez... Si vous êtes poli, c'est... Vous allez avoir la même chose en retour, puis vous allez trouver que partout les gens sont sympathiques. Un peu partout où on est allé, tout le monde nous dit tout le temps « Ah, cette place-là, c'est dangereux. » Puis finalement, nous, on arrive là, puis on rencontre des gens super sympathiques, puis on se dit « Ben voyons, ils sont gentils, le monde là-bas, finalement. » Fait que je pense peut-être qu'on est un peu insouciant, puis qu'on regarde pas vraiment les endroits où ça peut être dangereux, mais on s'arrête pas à ça, puis on vit notre vie comme ça. La 11e question nous vient de Audrey Blanchard. Elle nous demande « Quels sont les trucs pour commencer à faire des road trips d'une durée d'1 mois ou plus? » Puis sa question-là est bonne en maudit parce que c'est exactement le problème qu'on avait avant de changer de mode de vie. Parce qu'on avait la roulotte, on avait tout ce qu'il fallait pour partir, mais au travail, on n'était pas capable de partir pour une aussi longue période. On n'avait pas les sous de côté pour être capable de partir pour une aussi longue période. On avait notre maison à payer et tout ça.
Fait que je pense que si vous voulez réussir à partir pour des longues périodes puis que vous n'êtes pas en mesure de le faire comme la plupart des gens parce qu'on a toutes ces obligations-là à payer, ben la solution, c'est un peu comme nous on a fait, je pense, de regarder pour peut-être louer votre maison. Vous pouvez peut-être louer une chambre sur Airbnb pendant un certain temps, de mettre de l'argent de côté. Vous pouvez la louer pour toute la durée de votre séjour à l'extérieur. Ça vient au moins réduire vos dépenses de logement. Puis si vous êtes capable de trouver une façon d'avoir des revenus à l'extérieur, ben ça vient combler pour les revenus. Ça fait que rendu là, tout est parfait. Je pense que c'est ça la meilleure solution. Sinon, d'attendre d'avoir réussi à économiser un très très gros montant puis de réussir à partir, c'est la seule autre façon de le faire, ou d'attendre à la retraite. Ça fait que je pense que c'est les différentes solutions pour y arriver. Et si vous voulez que ça se réalise, le premier pas à faire, c'est de se mettre une date et de rien se céduler à la suite de cette date-là. Puis de tout faire en fonction de cette date-là. De tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous vivez est en fonction de cette date-là. Peut-être que vous n'arriverez pas à cette date-là, peut-être qu'elle va devoir être repoussée, mais au moins vous allez avoir tout fait pour y arriver. Ça fait que si c'est de mettre votre logement, votre maison à louer, si c'est de trouver un autre emploi, de faire des études pour avoir travaillé dans un domaine qui vous permet de travailler à distance, ben au moins vous aurez tout fait pour y arriver à cette date-là. La 12e question, Chantal Desroches. Je ne veux pas vous coincer avec ma question, mais avec le pacte pour la transition que je viens de signer, je me demandais comment faire des efforts pour l'environnement lorsqu'on vit en roulotte. Nouvellement à la retraite, on va passer de plus en plus de temps à voyager et j'aimerais continuer de faire ma part. Des suggestions? Ça, c'est l'emoji. Oui! Moi, je vais commencer avec ça parce que c'est drôle. C'est justement un sujet quand c'est sorti dans les médias, le fameux pacte qui m'a interpellé quand même pas mal. Parce que nous autres, c'est sûr qu'en voyageant beaucoup comme on fait, il y a un des points où on peut pas, qui est inévitable, c'est sûr qu'au niveau de l'essence, on est des gros polluants à ce niveau-là. Mais dans un autre sens, on est beaucoup moins polluant sur plein d'autres choses, puis on est beaucoup plus économe, minimaliste sur plein d'autres choses en vivant dans un petit espace. Avant, on vivait dans une roulotte de 17 pieds, là maintenant 27 pieds, un petit peu plus gros, mais on est très très économe au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité parce qu'on a les panneaux solaires, donc on fait de l'énergie renouvelable. On économise vraiment tout sur la route. On fait pas d'achat inutile parce qu'on n'a pas de place pour traîner des choses inutiles. Quand on achète quelque chose, il faut se débarrasser de quelque chose pour réussir à le faire rentrer. Ça fait que c'est sûr que de ce côté-là, on fait notre part d'un côté, mais au niveau de l'essence, c'est sûr qu'un jour, si les voitures électriques ou des véhicules avec d'autres sources de propulsion sont offerts, c'est sûr que ça serait quelque chose qui nous intéresse pour réussir à tirer une roulotte en même temps. Mais pour l'instant, on n'a comme pas bien le choix. Si vous voyagez un petit peu à un rythme plus lent, c'est sûr que vous allez dépenser moins d'essence, puis il y a moyen d'utiliser plus de moyens de transport alternatifs quand vous êtes dans les villes, puis juste de faire des petites routes pour vous rendre d'un endroit à l'autre, puis essayer de minimiser le plus possible vos transports en voiture. Mais sinon, je pense que le reste, on fait un bon effort, mais sur l'essence, c'est vraiment notre point faible sur notre mode de vie. On n'est assurément pas les gens les plus verts. On fait certains efforts. Puis si vous avez des bonnes suggestions pour nous, on est très preneurs. Donc écrivez ça dans les commentaires. Puis on va faire le mieux possible, les appliquer puis les embarquer dans notre routine à tous les jours. La prochaine question nous vient de Bianca Sicchini Jolie. Elle nous demande quelles sont les réactions des gens quand par exemple vous vous filmez en train de marcher tous les deux et que la caméra est déposée quelque part. Je pense qu'ils se questionnent beaucoup sur ce qui se passe. Pourquoi que la caméra est derrière? Est-ce qu'ils l'ont oublié? Moi, je pense que c'est ça que les gens se disent en nous voyant agir ainsi. Ouais, ou il y en a des fois qui ont l'air à se demander pourquoi qu'on se filmerait nous-mêmes en train de marcher à quelque part, puis qu'on revient, puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait. Mais il y en a de plus en plus. Je pense que c'est de plus en plus connu la mode de vlogger, puis de filmer ses aventures, de faire des montages vidéo. Fait qu'on en voit nous-mêmes des gens qui le font. Ça fait que ça devient un peu plus répandu, puis moins bizarre. Mais ça reste encore bizarre. Mais ça dérange pas. Mais même moi je me sens bizarre quand je le fais. On se sent bizarre, mais les gens sont curieux. Puis, je pense que ça le dérange juste pas. Ça fait probablement un sujet à raconter à la maison. Hey, j'ai vu 2 personnes qui se filmaient eux-mêmes. Avec la caméra loin derrière eux. Mais c'est une petite chose. Au début, on était un peu gênés de le faire. Mais à la longue, ça devient naturel. Puis on se pose même plus la question de qu'est-ce que les gens autour de nous vont penser. Mais quand après on regarde nos vidéos puis nos montages,
on est tellement content d'avoir fait le petit effort de plus pour dire qu'on allait porter la caméra puis qu'on allait faire notre image, puis ça nous donne des beaux souvenirs. Fait que ça vaut la peine d'avoir l'air fou un peu des fois. Sylvie nous écrit la 14e question. Combien avez-vous de membres dans votre nouvelle plateforme Famille Prêt pour la route? Vivez-vous plein temps dans la roulotte présentement malgré le froid et la neige? Combien de membres nous avons présentement? Je crois que nous sommes à 19. Je pense que c'est ça. 19. Dernièrement, c'était 19. C'est vraiment le fun parce que dernièrement, comme cette semaine, on a fait un Facebook Live, puis même si on n'est pas beaucoup, le fait qu'on est privé, c'est des petits groupes, puis les gens participent beaucoup. Fait qu'on a un paquet de questions, je pense qu'on a fait 45 minutes cette semaine encore. On a toujours l'impression qu'on n'aura rien à dire, puis finalement, les gens nous posent plein de questions, puis ça déboule au bout avec eux autres. Fait que c'est vraiment un beau groupe, le fun, puis si jamais ça vous tente de joindre, ben n'hésitez pas, c'est super le fun. Et l'autre question, vivez-vous plein temps dans la roulotte présentement? Donc, oui, on vit plein temps dans la roulotte actuellement, et actuellement, il neige, et ça se fait très bien. C'est sûr qu'on a eu quelques problèmes avec la chaufferette, mais on va régler ça sous peu. Sinon, on a l'électricité, donc on a une chaufferette électrique qui fonctionne en ce moment. Donc, on est bien, on dort bien, on a la seule chose qu'on n'a pas présentement, en fait, c'est qu'on garde la roulotte hivernisée quand même. Ça fait qu'on n'a pas l'eau et la toilette qu'on peut utiliser. Donc, on est stationné sur le terrain de la mer à Val. Donc, on profite des installations sanitaires chez la mer de Val pour ce qui est de la toilette et la douche. Puis sinon, ben, tout le reste, on a ça dans notre roulotte. Donc, on peut se faire à manger quand même. On vit vraiment comme si on était dans une maison, mais dans une roulotte. La 15e question nous vient de André Brault, qui fait justement partie de la famille Prêt pour la route. André, il nous demande, est-ce que vous allez utiliser un panneau solaire même si le toit est arrondi? Oui, André, même si le toit est arrondi, il y a quand même des endroits où c'est possible de mettre des panneaux. Là, présentement, il y en a 2. Je vais te mimer un peu comment c'est fait, mais le toit est rond comme ça, puis il y a des panneaux de chaque côté qu'on peut mettre. Donc là, présentement, il y en a 2. On peut en mettre encore jusqu'à une possibilité de 6, si je ne me trompe pas. Donc on pourrait avoir jusqu'à peu près 600 watts, peut-être même plus si on squeezait tous les panneaux ensemble, mais je pense que ça serait suffisant pour nous. Mais c'est qu'en même temps, tu veux pas en mettre 6 parce que tu veux marcher pour aller les nettoyer. Ouais, il faut quand même avoir un petit peu d'espace autour, mais ça serait possible avec 6. J'ai fait mes calculs. La 15e question, que feriez-vous si vous aviez 2 jeunes enfants? Eh bien, si on avait 2 jeunes enfants, je pense que ça changerait drastiquement le rythme de voyage. Par contre, là, on vient de faire le changement de roulotte. On serait adapté, on aurait de la place pour les faire dormir et manger et tout le tralala. Je pense qu'on serait bien équipé pour le faire quand même en roulotte. On continuerait à voyager, je pense que c'est ça qu'on s'est dit, du moins pour les premières années où ils vont être jeunes. Puis, je pense que c'est ça, c'est peut-être juste une question de rythme. On irait peut-être un peu plus lentement, on prendrait plus notre temps. Mais on le ferait quand même. Mm-hmm. La prochaine question nous vient de Patrick qui nous demande quel est votre plan pour les 2 prochaines années? C'est dur à dire parce qu'on a de la misère à planifier la semaine prochaine qu'est-ce qu'on va faire. Grosso modo, le plan à peu près, c'est très approximatif, mais en janvier, on quitte vers la Floride. Après ça, vers le mois de mai, on devrait être de retour au Québec pour passer l'été au Québec. Après ça, on va repartir, mais je sais pas où. Fait que ça va pas plus loin que ça, nos prédictions. Je pense qu'on va y aller au jour le jour rendu là, selon nos envies. La 18e question provient de Annabelle. Comment fais-tu pour trouver tes clients de courtage à distance sans jamais avoir besoin de les rencontrer? Alors, Alex. Il faut savoir que ça fait déjà plus de 10 ans que je suis dans le domaine de l'hypothèque, que je suis courtier hypothécaire. J'avais déjà une bonne base de clients établis que je fais seulement renouveler leurs hypothèques ou faire leurs nouveaux projets d'achat. Donc, ces clients-là sont déjà acquis, ils me contactent déjà parce qu'ils ont eu un très bon service la dernière fois. Sinon, pour ce qui est des nouveaux clients, j'ai mon site web qui roule, qui est très bien référencé sur Google, qui génère des nouveaux clients. Grâce aux vidéos qu'on fait, il y a plein de gens qui me contactent pour que je fasse leur hypothèque. Donc, la plupart de ma clientèle provient toute du web. Et puis aujourd'hui, avec les technologies, on peut faire des signatures électroniques. Donc, j'ai pas besoin de rencontrer les gens en personne pour faire la transaction. Donc, ça peut tout se faire à distance, par téléphone et par courriel. La 19e question nous provient de Linda Girard. Elle nous demande, avez-vous un trajet pour la Floride? Faites-vous la côte Est ou la côte Ouest ou les deux? Les deux.
Les deux. Il n'y a pas vraiment d'itinéraire. En fait, on commence à le planifier tranquillement. Hier, justement, j'ai fait un post sur les médias sociaux pour essayer d'emmagasiner le plus d'endroits idéaux à aller visiter. Là, je me suis mis des petits drapeaux sur ma carte, puis je vais planifier un peu l'itinéraire. C'est rare que j'ai la chance d'avoir du temps comme ça pour planifier à l'avance, mais là, j'en ai, fait que on va en profiter. Fait que la prochaine aventure va être très très bien planifiée d'avance. Je vais savoir un peu plus où on s'en va qu'à l'habitude. Notre 20e question provient de Claudine Lamar-Lefebvre. Salut à vous deux. Malgré toutes les vidéos, gardez-vous un livre de bord pour le millage, dépenses, rencontres, nom de camping, et s'il est OK ou non, les endroits à visiter, les bons restos ou vos impressions. Merci de me répondre. Bonne journée. Eh bien non, on n'a rien de tout ça. On n'a pas de livre. Nous, notre... Tu sais, on a... Comment je pourrais dire ça? Ben, en fait, moi, je garde seulement ce qui est suffisant pour faire mes impôts en termes de dépenses d'entreprise de mon côté, mais sinon, au niveau des endroits qu'on visite, ben, c'est Il y a probablement à travers nos vidéos. Ouais, c'est ça. C'est nos vidéos qui sont notre livre de bord, puis c'est ça qui nous permet de nous souvenir où on a été, puis tout ça, puis de nous garder en tête. Mais... on n'en parle pas dans toutes nos vidéos. Ça va arriver qu'on va en parler de où ce qu'on a été installé. Si par exemple, ça a été dur de trouver tel camping, ben là, on va le mentionner, on va mentionner le nom, mais sinon, c'est pas à dans tous nos vidéos qu'on va retrouver les informations de où ce qu'on est, combien ça a coûté se rendre, etc. Puis honnêtement, on n'a pas vraiment le temps de le faire parce à travers mon travail, les montages vidéo, sans compter filmer, visiter, on n'a pas la le temps vie de faire de tous ça. Les jours. Fait... Ça serait une autre job complète. Là, ça prendrait une troisième personne dans notre couple qui pourrait faire cette job-là. Ça fait que non, on le fait pas malheureusement. La 21e question est très rapide. Elle provient de Chantal Duhamel, notre amie chez qui on a resté en Gaspésie. Chantal nous demande « Bonjour, avez-vous pensé à faire un petit court-métrage sur votre vie et vos voyages? Vous pourriez les présenter dans le genre Les aventuriers voyageurs. » On n'y a pas pensé à le faire. C'est une bonne suggestion. Par contre, on dirait qu'on est pris dans notre format de vidéo d'à peu près 10 minutes. C'est ce qu'on aime faire. C'est vrai, ça a l'air de rien, mais ça demande beaucoup de temps d'aller piger dans des vieilles images pour faire une vidéo plus longue. Il faut comme tout réécouter le contenu, il faut bâtir l'histoire. C'est beaucoup de temps qu'on met plus à créer du nouveau contenu à mesure qu'à réutiliser ça. Je pense que pour le réaliser, eh bien, il faudrait vraiment avoir une troisième personne dans notre couple. mais ça pourrait être un projet exemple, si on est stationnaire pendant un certain bout puis qu'on n'a pas de nouvelles images, ça pourrait être intéressant à faire de justement aller donner plus de détails et plus mettre des commentaires après comment ça s'est passé puis de mettre ça sur des images qu'on a déjà filmées. Ça pourrait être... Il n'y a pas rien à faire! Ça, c'est ça, vivre avec Monsieur Bond. Il n'y a absolument rien, là. Il y a de la neige qui tombe. Fait que bref, c'est ça, Chantal. Peut-être pas à court terme, mais peut-être à plus long terme. La 22e question provient de Marie-Christine Tremblay. Bonjour, j'aimerais savoir comment bien magasiner pour une roulotte. Quel genre de questions doit-on se poser? Que nécessite l'achat d'une roulotte? Marie-Christine, moi, ce que je commencerai à faire, c'est de déterminer c'est quoi le type de VR qui te convient le mieux. Idéalement, aller voir dans un salon du VR où tu vas avoir vraiment tous les types et tu vas pouvoir vraiment déterminer qu'est-ce qui t'intéresse. Peut-être après, une fois que tu auras déterminé c'est quoi qui t'intéresse le plus, aller en voir dans un concessionnaire pour voir des neuves. Si jamais c'est de l'usager qui t'intéresse, quand même aller voir des neuves puis voir vraiment quel type de modèle t'intéresse. Puis après ça, chercher sur Internet pour en trouver une. Comme par exemple sur YouTube, nous, on l'utilise souvent... Comme par exemple, avant de faire l'achat de celle-ci, on a été voir beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent de A à Z le VR, donc l'intérieur, l'extérieur et tout ça. Nous, ça nous aide vraiment dans notre magasinage, si ça peut t'aider aussi. Oui, exact. Puis après ça, tout dépendant si c'est dans le neuf ou dans l'usager, si c'est de l'usager qui n'a plus de garantie, c'est sûr que j'essaierais peut-être de faire une inspection par un professionnel pour être certain. Le problème le plus fréquent qu'on va voir dans les VR, souvent, c'est les infiltrations d'eau par la toiture ou par les joints. Donc ça, je vous dirais que même si vous posez la question, moi, je ferais vérifier quand même par un professionnel pour être certain s'il n'y a plus de garantie sur le véhicule, pour être sûr qu'il n'y en a pas eu, parce que c'est vraiment la bête noire des VR. La prochaine question nous provient de Marie-Claude Lavallée et elle nous demande « Voyager avec des animaux de compagnie, assurance ou pas pour eux? » Nous, c'est non. Fin de la question. Ouais. Notre dernière question provient de Chantal Desroches. Est-ce que Terre-Neuve est sur votre liste?
Pas à court terme. Tarneuve. Tarneuve. Non, il disait Tarneuve. Tarneuve. Mais à date, non, pas à court terme. Peut-être l'été prochain ou peut-être dans les prochaines années, parce que là, maintenant, on est nomade tout le temps, ça fait on va chercher des nouveaux endroits à visiter. Terre-Neuve est un petit peu plus compliqué d'accessibilité, mais c'est sûr que ça a l'air superbe, donc peut-être un jour, mais pas à court terme. Alors voilà, ça fait le tour des questions. Ça nous a fait plaisir de vous répondre. Et puis nous, on a séduit déjà un meet-up, notre deuxième meet-up suite à celui qu'on avait fait cet été. Le prochain sera mercredi prochain, le 21 novembre, à 18h à l'Archibald Sainte-Foy. Donc si ça vous intéresse de venir prendre une bière avec nous, on va y être dès 18h. Puis allez confirmer votre présence sur notre page Facebook. On a créé un événement juste pour qu'on sache combien de personnes on va avoir. Et puis sinon, d'ici là, on se revoit bientôt. Si vous étiez sur YouTube, abonnez-vous. Si vous étiez sur Facebook, cliquez j'aime. Puis n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye!